Bon, bonsoir YouTube, avec beaucoup de retard pour moi ce soir. Ce sont des choses qui arrivent. J'avais un dossier à faire, j'ai rien préparé. Je suis là, tel que tu me vois, tel que j'allume la caméra. Là, ce soir, c'était tendu pour être ici, hein. Vraiment, il y a des soirs comme ça. J'ai eu un dossier immobilier à faire au dernier moment. Et très compliqué, hein, très très compliqué de faire un dossier à la dernière minute. On va pas faire genre, c'est facile. Ça n'est pas vrai du tout. Spécifiquement, quand tu n'as rien préparé, enfin, voilà, je ne vais pas vous mentir. Salut Geoffrey, salut Nico. J'avais vraiment envie, en fait, j'avais besoin de finir ce dossier ce soir. J'avais besoin de savoir que l'agence avec laquelle je travaille avait reçu tous les éléments. Donc, voilà, j'ai pas eu le temps de rien préparer. Ah oui, voilà. Et tu vois, et pendant que je vous parle, je reçois encore des messages. Donc, voilà, je vais le faire de suite. Je suis en train de le faire. Excusez-moi, je fais ça en direct. Je suis désolé. Voilà, on peut pas tout faire dans la vie, c'est comme ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, on va parler ce soir. Mais d'abord, il faut que je finisse ces éléments par rapport au dossier. Alors, attendez, hein. Comme ça vous laisse le temps de liker, de partager pendant que j'arrive. Je suis même pas en live sur Facebook. Je suis en live que sur YouTube. Voilà, je lui renvoie les coordonnées parce que là, je peux plus gérer. J'ai terminé. J'espère que vous allez bien. Merci pour toutes les questions que je reçois, pour tout. Voilà, ça c'est fait. Normalement, là, je peux attaquer. Je suis à vous, hein, je vous m'excusez. Donc, ce soir, on va avoir plusieurs discussions intéressantes, j'espère. Voilà, donc on va être en live sur Instagram dans quelques minutes, hein, parce que bon, à un moment donné, il faut bien. Alors, je vais vous parler un peu de plein de choses différentes ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai envie, voilà, ça c'est fait. Je vais vous parler du podcast de demain. J'ai envie de vous en parler un petit peu, parce que c'est un magnifique podcast. J'ai fait mes devoirs, hein. Salut Alex, salut Julien, salut Nico, salut à tous. On va parler un peu de la suite. On va parler un peu de la suite. On va faire ça, parce que j'aime bien voir en live ce que ça donne. Voilà, on est bon. Encore une fois, désolé pour ce soir. Je ne suis pas le plus préparé pour ce soir, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'avais un dossier à monter en urgence, des 2072 pour ceux qui connaissent, à joindre au dossier. Voilà. Donc, c'était très sympathique, hein. J'ai passé un agréable moment avec des papiers. J'ai plein de choses à vous dire ce soir. Alors, je vais vous parler aussi de la semaine, parce que quelle semaine on va avoir cette semaine? Une semaine pas comme j'aurais prévu au départ, je ne vais pas faire genre. J'ai pas eu les réponses de tout le monde, mais on va avoir une semaine quand même très sympa, hein. Alors, voilà, on est bon. On est aussi sur Facebook. C'est parti, on lance le direct. Je vais chercher un élément. Hein, désolé, c'est des lives. C'est comme ça qui est bien. Et on va pouvoir attaquer. Ah, voilà. Vous avez vu mon t-shirt, hein? The t-shirt. Ah oui, nos amis des impôts, Geoffrey, comme tu dis, nos amis des impôts. Alors, on va parler ce soir, j'aurais dû pas mettre ce titre, mais on va parler de la croissance ou de l'effondrement. Je vais un petit peu me prononcer un peu plus parce que je pense que j'ai des éléments intéressants à partager avec vous. Demain, on a un invité qui revient sur la chaîne, qui a passé un bon moment avec nous la semaine dernière. On a Olivier qui revient. Donc, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'il est venu, je ne sais même pas. Il y a 15 jours, il est venu. Il revient cette semaine. On a Rémi Bigot pour nous parler des entreprises qui va venir mercredi. Je vais essayer de vous faire venir quelqu'un jeudi et peut-être potentiellement que vendredi. Je sais que c'est encore férié, mais je serai là. Alors peut-être que jeudi plutôt. Jeudi, on va faire venir Jérôme aussi. On va faire revenir Jérôme, je pense. Il sera d'accord. Il ne le sait pas, mais il va être d'accord. Et vendredi, je pense que je serai à nouveau seul. Parce que c'est férié, je le ferai peut-être de chez moi. Je n'ai pas une très bonne connexion, mais vous ferez avec, vous n'avez pas le choix. OK? Ce soir, on va aborder plusieurs sujets, dont un qui m'a fait sourire parce que j'ai vu que ça avait fait débat lors de mes précédentes questions-réponses. Ah non, vendredi, c'est pas vrai. Vendredi, je le fais seul parce que, oui, j'ai reçu encore des questions. Donc, il y aura peut-être, ça sera un live informel pour l'avant-fermeture des programmes parce que j'ai décidé que j'avais envie de faire un live. Tiens, peut-être que, non, pas, bon, on va rester comme ça. Bon, bref. Par rapport aux questions que je reçois.
Tu avais jusqu'au 20 pour le faire. J'avais jusqu'au 20 pour faire quoi? Salut Vincent, j'espère que tu vas bien. Jérôme, t'es convaincu, je vais le dire. Moi, je vais pas le dire. Tu avais jusqu'au 20 pour le faire, Nico. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas suivi. Tu vas me dire, Nico. Non, donc vendredi, ouais, il y aura un dernier live qui parlera un peu des programmes parce que j'ai encore reçu pas mal de questions durant le week-end, ce qui est normal. La feuille, ah oui, non, mais les 2072, encore une fois, j'ai dû transmettre par rapport à un autre dossier pour les, comment on appelle oui, oui, très très juste, je vois de quoi tu parles. On m'a demandé des documents en fait, et j'ai dû les transmettre, et en fait, faut que je fasse le point d'ailleurs sur tout ça. J'ai délégué, et quand c'est délégué, c'est pas toujours bien fait. Ok, donc ça c'est bon. Ce que j'allais vous dire, voilà, c'est qu'on va parler de deux choses ce soir, de la croissance ou décroissance potentielle de l'immobilier, parce que ça revient quand même beaucoup dans vos emails, donc j'ai quand même envie un peu d'en parler avec vous ce soir, premièrement. Et deuxièmement, je vais parler de sujets qui vous a fait beaucoup réagir dans le dernier live. Je vous ai dit que quand vous aviez de l'épargne, c'est que vous n'aviez pas de plan. Et donc, j'ai vu que ça avait fait réagir certains d'entre vous, qu'il y a des commentaires qui ont été mis sur la précédente vidéo. Je trouvais ça très intéressant. Et donc, on va en parler. Je vais un petit peu vous en... Alors, même si je ne vais pas rentrer à fond dans le raisonnement, parce que ça sort de mon livre que j'ai écrit pendant ce confinement, les gars, qui est en correction, au moment où on parle d'ailleurs. Je sais que la correctrice nous regarde, alors je te fais des bisous. Voilà. Donc voilà, et ça ne veut pas dire qu'il va arriver tout de suite. Hein. Vous allez voir, d'ailleurs, ça va être intéressant pour vous. Je vous invite. J'ai eu beaucoup de retours aussi de personnes qui m'ont remercié. Alors, tous les lives, je vous le répète, il y a une chaîne qui s'appelle Immobilier. Alors, podcast Immobilier Compagnie. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous le tapiez dans l'autre sens. Je n'arrive pas à remettre dans le bon sens, malheureusement, le nom de la chaîne. Donc, la chaîne immobilière de podcast que vous trouvez dans les recommandations de mes chaînes, de la chaîne YouTube Immobilier Compagnie, vous propose les retranscriptions de toutes les émissions et de tous les lives que j'ai pu faire. Salut les millionnaires, nous dit Matt. Et donc, vous allez avoir la vidéo de la rediffusion de l'interview que j'ai fait de Julie qui vous apprend, qui vous explique le business model derrière les livres. Et j'ai eu beaucoup de très bons retours parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se rendent compte que c'est possible d'écrire un livre et qu'on peut aller au bout de son projet de livre et gagner de l'argent avec. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que je veux vous dire, c'est que là, vous avez eu le cursus. Donc, écoutez bien, on est aujourd'hui présentement, si jamais ce live traverse le temps et que je sois mort et que quelqu'un se pose des questions sur moi, aujourd'hui présentement, nous sommes le 4 mai, d'accord? Je vous demande de confirmer dans le chat, mais nous sommes bien le 4 mai 2020. Et la semaine dernière, j'ai remis mon livre en écriture. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que là, c'est le genre de truc, il faudrait que je me laisse un pense-bête quelque part. Vous allez voir combien de temps il faut pour que mon livre, là, j'ai un livre dans les mains, Devenir riche sans argent. On va voir du temps où le livre a été fini, où j'ai terminé l'autre livre écrit et du temps qu'il y aura avant qu'il y ait une vidéo avec le nouveau livre dans mes mains. On va voir combien de temps je mets. Et ça va être vraiment intéressant pour vous, pour que vous voyez le temps pour qu'un projet arrive à terme. Parce que vous allez voir que moi, j'ai déjà fourni la V2. Donc, ce qui est intéressant pour vous, même, c'est la V3. Oui, c'est la V3. Moi, j'ai donné la V3 à la personne qui corrige. Première correctrice. Deuxième correctrice. Donc, il va y avoir V3. Donc, elle va me fournir la V4. Il va y avoir la V5, etc. Ça va avancer. Il va y avoir plusieurs versions. Je vous dirai combien il y a eu de versions et jusqu'à quand combien de temps il aura fallu pour que le projet arrive dans les mains et qu'on ait le deuxième bouquin dans les mains, troisième, parce que l'autre aussi, on le mettra dans les mains. Donc voilà, je ne vais pas faire un grand truc. Merci en tout cas pour vos messages, merci pour tous vos retours. Donc, tout ça pour vous dire quoi? J'ai fait une grosse digression. Au départ, je parlais de la phrase que j'ai mis dans le livre. Dans le livre, j'ai écrit cette phrase que si tu n'as pas de plan, tu as de l'épargne. Si tu as de l'épargne, c'est que tu n'as pas de plan. Creuser la question. Pourquoi, à votre avis, je dis que quand on n'a pas de plan financier, on a de l'épargne? Je vais vous répondre. Par exemple, et je l'explique dans le bouquin, je suis d'accord avec tous ceux qui m'ont écrit « Oui, Nicolas, tu ne peux pas dire ça, il faut avoir une épargne de sécurité ». Je suis d'accord avec ce principe-là, mais quand tu crois dans tes projets, tu ne raisonnes pas du tout en épargne de sécurité. Je l'explique dans le livre. Moi, ma vision de mes finances, c'est qu'à un moment donné, je vais faire une bascule sur mes revenus et si je gère bien mes finances au global, l'épargne, en tout cas, le capital nécessaire à la survie de mes sociétés se générera de lui-même.
Parce que ça, les personnes qui me répondent non, c'est pas possible de ne pas avoir d'épargne de sécurité, elles ne prennent pas en considération ce facteur-là. C'est-à-dire que je vais te donner des chiffres. Quand tu commences, imaginons que tu as besoin de 1000 balles par mois pour vivre. Bon, on va imaginer. Tu as besoin de ça suffit, tu n'as pas besoin de plus. Et tu gagnes 10 000 euros par mois. Tu es d'accord avec moi que avoir une épargne de sécurité, c'est ridicule en fait. Parce que tous les mois, si tu les encaisses, le mois nécessaire se régénère. Donc, si tu commences à raisonner comme ça, tu comprends qu'en fait, l'épargne de sécurité, c'est un concept dans la mesure où tu n'as pas de plan. Parce que si tu as un plan, en fait, tu n'as pas besoin d'épargne de sécurité. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est de te dire, OK, donc si le mec nous dit qu'il n'a pas d'épargne de sécurité, c'est qu'il a un vrai plan qui lui permet de se dire, j'en ai pas besoin. Et je comprends que c'est what the fuck. Mais mon bouquin que j'ai écrit va vous intéresser. Il y a quelqu'un qui dit, Nicolas, il dit, y a-t-il une différence par rapport à devenir riche sans argent sur le nombre de pages? Oui, il y a une énorme différence. Devenir riche sans argent, si je te dis pas de bêtises, c'était un livre. Ah bah attends, je dois pouvoir le faire en direct. C'était un livre au format Word qui faisait. Attends, ça j'aime bien faire ce genre d'exercice. J'aime bien les lives avec Nicolas parce que ça part un peu. Ça va être intéressant. Tiens, je vais te donner la réponse à ta question. Une question intéressante que je comprends. Je te la donne tout de suite. Devenir riche sans argent était un livre qui, au format Word, patiente une seconde, je vais te donner cet élément-là, qui, au format Word, dans la version où je l'ai fourni, sachant que c'est important ce que je vais te dire, il y a eu des pages de. J'ai dû supprimer des pages, parce que vous êtes au courant de l'histoire, je ne vais pas la réécrire. Voilà, il est là. A, B, C, D, on est ici. Dans la version Word, qui est ici, je te donne le nombre de pages. Le livre, donc, qui va s'appeler, dont je n'ai pas vraiment le titre encore, voilà. On a ici. Non, c'est pas possible. C'est quoi ça? Attendez une seconde. On va faire des suppositions. Voilà. Excusez-moi, ça a été long. Ouh là 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 là, désolé. Il faut le temps que le truc télécharge. Il est lourd ce fichier. Je suis habitué. Je crois qu'on est dans les. Je ne veux pas dire de bêtises. Tu vas patienter. Je suis désolé pour le temps d'attente. Je veux te donner le nombre de pages précises. On va faire un calcul ensemble. Je ne peux pas le faire parce qu'il y a mon téléphone qui est là-bas. Voilà. C'est un livre au format Word, d'accord, qui faisait 321 pages. Sachant que j'ai dû retirer des pages. Donc là, la version que je vous donne, c'est la version sur laquelle j'ai dû retirer des pages. Alors, comment je vais faire pour faire mon calcul? Désolé, vous me posez vos questions, je vais y répondre après, comme d'habitude. Alors, je vais faire une cote mal taillée. Voilà, je fais une cote mal taillée. Donc, 321 pages plus. Et c'est pas ça. Oh, ça m'énerve quand ça fait ça sur Google. Ça y est. 321 plus. Ça fait combien? Voilà, c'est ça. Donc, on va dire que je vais faire une cote mal taillée. Le livre que j'ai fourni, il fait 116 plus. Alors, le livre sera un format plus petit, on est d'accord? C'est un livre qui devrait faire entre 150 et pas plus de 170, 180 pages. On est sur un format plus petit que celui-ci. Donc, je te donnerai, mais ça sera un livre carrément plus petit. Le format, il sera plus petit que ça. Et on ne dépassera pas les 180 pages. Donc, tu vois, j'ai fourni en correction. Donc, et en plus, attends, les corrections réduisent. Donc, j'ai fourni entre 112 et 116 pages. On va finir avec un livre qui devrait faire 150. Moi, je voulais un livre qui fasse entre 140 et 150 et je devrais y être. Voilà. Je pense que je vais être dans ces pages-là. Beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Par contre, c'est un bouquin où il faut que ce soit intéressant. C'est-à-dire, il faut que ça vous intéresse. C'est-à-dire, c'est un livre où il y a comment je vais vous dire ça? Il y a des références historiques et tout. Voilà, il faut être intéressé par ce genre de livre. C'est un livre sur les crises et qui aide les investisseurs à gérer les crises. Et c'est un livre très extrême. Donc, c'est pareil, c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Je suis allé dans l'extrémité du raisonnement, comme je sais bien le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut le prendre. D'ailleurs, je pense que c'est une réflexion que j'ai depuis quelques temps. Quand je l'aurai dans les mains, je vais le relire au fur et à mesure des corrections. Je ferai une page d'avant-garde, une page de mise en garde, parce que c'est un livre extrême. Et donc, il doit être pris comme tel. Ça veut dire qu'il faut le modérer dans l'utilisation. Mais,
tu verras que malgré tout, quand j'ai écrit le bouquin, c'est intéressant, quand j'ai écrit le livre, je me suis rendu compte, par exemple, j'ai transposé ma situation actuelle ou pourquoi on vit mieux la crise que dans les années 2008. Et bizarrement, par rapport aux théories que j'élabore dans le bouquin, ben, je suis dans les clous. Et donc, c'est très marrant de voir que la théorie extrême fonctionne réellement. Alors après, tu vas comprendre, j'explique bien les subtilités, c'est-à-dire qu'il y a la théorie, il y a la pratique. Dans la pratique, voilà. Mais vous verrez, je pense que le bouquin va être intéressant, même malgré le fait qu'il soit extrême. Voilà. C'est très important pour moi de le préciser parce que, comme tout raisonnement extrême, il doit être modéré. Donc, tout ça pour dire, je reviens au sujet de base avant de répondre aux autres questions, tout ça pour dire que effectivement, ça peut paraître choquant, cette notion de stratégie, mais si tu n'as pas de stratégie financière, tu as de l'épargne. Et même de l'épargne de sécurité. Parce que tu vois, moi, je me démunis très régulièrement et je vais vous dire la vérité, les mecs, je suis très pressé d'être à la rentrée pour me démunir totalement, pour me remettre en danger, pour avancer. Voilà. Et c'est un truc qui me plaît personnellement. Voilà. Pour le temps qui va se passer, donc Nicolas me demandait aussi le temps qui va se passer. Bon, ça, j'ai répondu. Le temps qui va passer entre le moment où le livre est fini, on va le comptabiliser. Voilà, comme je vous dis, le livre a été donné la semaine dernière. J'aurais dû noter la date d'ailleurs. Vous savez ce que je vais faire? Vous avez raison. Je viens de réaliser. Je vais noter la date. Je pense que je crois que c'est mercredi. Je crois que jeudi, je l'ai donné à corriger. Jeudi, on est le combien? On est le 4 et je l'ai donné jeudi 30. Donc je vais mettre ici une grosse astérix. Ouais, c'est le jour, c'est là. Grosse astérix. Fin du livre Crise financière. Et on verra combien de temps ça met le cursus total d'un bouquin. Sachant que, j'insiste bien les mecs, j'ai 2 bouquins avant celui-ci, donc ça joue aussi. Hein. Et sachant que le plus dur pour moi, celui qui a été le plus dur à faire a été celui-là, par l'aspect autobiographique. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, il est disponible sur mon site immobiliercompagnie.com parce qu'Amazon, dans sa grande intelligence, a arrêté de livrer. Merci la France. Hein? Bon. Donc, sur mon site, on les vend. Il faut que vous sachiez qu'on est en train de retravailler dessus pour fournir un livre moins. On est en train de faire les dernières corrections dessus parce qu'il y avait des petites fautes. On est en train de le recorriger. Il y aura quelques pages en moins dans le prochain tirage et il y aura et après, on va pouvoir mettre le fichier sur le Kindle. Il va y avoir un Kindle et il va y avoir un Apple Store aussi qui va arriver. On y travaille. Voilà. Il faut nous laisser le temps de nous habituer à tout ça. Notre nouvelle situation. Peut-être que tu parles pour un certain montant d'épargne au-delà duquel c'est inutile de laisser dormir sur un livret plutôt que de le réinvestir. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Alors déjà, je suis complètement d'accord avec cette théorie-là. Je pense qu'effectivement, au-delà d'un certain montant, l'épargne tue l'épargne. Elle n'a aucune raison d'exister. Il n'y a aucune raison que tu aies cette épargne sur ton compte. Enfin oui, c'est ma vision des choses. Hein. Je pense que pour moi, c'est bien effectivement d'emprunter, mais il y a un moment donné, il faut quand même, faut relativiser. Quoi. Enfin, c'est mon avis personnel. Pour emprunter de l'épargne, c'est toujours mieux pour la banque. Je suis complètement d'accord. Tous ceux qui ont suivi ceux qui sont dans le programme, vous le savez, c'est clairement ça. Alors après, voilà, prenez pas les choses au pied de la lettre non plus. Il y a un aspect provocateur dans cette phrase, volontaire, mais je suis toujours choqué de voir le montant que certaines personnes peuvent avoir sur leur épargne. Moi, en tout cas, ça m'interpelle. Je trouve pas ça normal. Voilà, c'est clairement pas compatible avec une stratégie purement d'investisseur. Après, il faut relativiser en fonction des situations. Oui, mais le montant de ton patrimoine est pris en compte aussi par la banque. Si tu as un crédit de 50K sur un bien de 100K, la différence est prise en compte en simplifiant, bien sûr. On est d'accord. C'est pas comme ça que ça fonctionne exactement. Je l'explique aussi dans le programme, mais tu as raison. Ça fait partie des choses. Et à partir d'un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, on va dire que d'ailleurs, j'ai marqué d'ailleurs l'écart entre 1 million et 10 millions pour ça. Il y a jusqu'à un certain niveau, ça a une certaine utilité, ça n'a aucune utilité, ça ne s'applique pas. Et au-delà d'un certain niveau, ça s'applique. Mathéus, tu dis une chose que j'adore et je ne vais pas y répondre parce que je l'explique réellement dans le bouquin. Mathéo nous dit « Cash is king ». Non, Matt. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus complet. La phrase n'est pas vraiment fausse, elle n'est pas vraiment vraie. Elle demande d'être réellement hyper précisée. C'est pour ça que j'ai fait un bouquin en fait. Parce que je pense que, et j'ai besoin de le relire. Parce que même là, en y réfléchissant, j'ai besoin de le remanier. Et je pense, je vous le dis, j'ai vraiment envie, je vais vous révéler quelque chose.
J'ai vraiment envie de faire intervenir une personne, genre un économiste ou quoi dans le livre, pas pour opposer nos idées, mais voilà, je ne sais pas comment je vais faire encore, je ne sais pas si j'y arriverai, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est vraiment une idée que je partage avec vous, mais j'ai cette vision où je me dis, ça serait vraiment cool que quelqu'un qui ait une autre vision que moi de l'économie vienne dans le bouquin, intervienne un peu dans le livre et tu vois, me mettre pour qu'on arrive avec une dernière page où on modère nos visions, tu vois. Ça serait vraiment intéressant, mais je ne vous dis pas que je vais le faire. Alors Jérôme est parmi nous. Jérôme, tu ne le sais pas, mais j'ai dit que tu allais revenir sur la chaîne très prochainement. Peut-être la semaine prochaine, jeudi prochain, peut-être Jérôme, mais on s'appellera, ne t'inquiète pas. Nous allons pouvoir décanter ça, n'est-ce pas? Ça me paraît logique. Hein. Tu parles de combien? 30K plus de 100K. Ouais, je vais être très clair avec toi, Kenzie. Pour moi, enfin, moi, si tu veux, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir de l'épargne. Tu vois, je réfléchis même à quel est le montant d'épargne que tu dois avoir. Quoi. Pour moi, franchement, entre nous, une épargne supérieure à 15K, ça commence. Enfin, moi, ça me paraît beaucoup, tu vois. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui met tout, qui fait all-in sur mes trucs, qui a l'habitude voilà, j'ai une stratégie assez agressive dans mes investissements. Donc, je suis pas le meilleur profil épargnant. Mais bon, voilà, on verra bien. C'est assez. Encore une fois, je ne suis pas l'exemple à suivre. Voilà. Mais en même temps, on va voir, mais plus les années avancent, plus je vois que ça s'accélère derrière. Donc, ma stratégie, elle est violente, mais elle a le mérite au moins de permettre une certaine. De permettre des grands pas en avant, tu vois. Et ça se calcule. Après, voilà, encore une fois, je le dis dans le bouquin d'ailleurs, on ne va pas parler de ça toute la soirée. C'est à modérer. Je suis en même temps que je vous parle, on n'a pas fait de point sur la bourse. Écoutez, je pense que vous allez convenir avec moi que ça s'est bien craché. Moi, je suis assez déçu. Hein, je vais pas vous mentir, ça a baissé. Mais on n'est pas au niveau de 2008 sur les actions, en tout cas avec lesquelles je travaille. Donc, je ne vous cache pas que, bon, voilà, je suis mitigé. Je vais mettre des sous parce que, bon, voilà, ça a baissé. Mais en tout cas, moi, sur les actions avec lesquelles je travaille, la baisse, elle est juste ridicule, quoi. Franchement, mon perso, je suis un peu déçu. Voilà. Je voulais quand même le partager avec vous. C'est un petit peu comme ça. Je suis un homme agressif, me dit Gabi. Oui, je valide. Je suis un homme agressif. Je vais en parler. Hein. Je vais vous en parler. Écoutez vraiment le podcast de demain, les mecs. Écoutez le podcast de demain. Vous allez vous prendre une fessée. Je vous donne le titre. Je vous donne le titre parce que il est anthologique, ce podcast. Franchement, je l'ai fait. Alors, 1h24, je vous préviens. 1h24 de podcast. Donc, voilà, il est un peu. Hein, il est prêt. Il est prêt. Il est tout prêt. J'ai plus que ce soir à mettre les descriptifs, les petits machins. 1h24 de podcast. Le titre, c'est. Alors, attends, parce que là, bien évidemment, je suis allé sur le seul endroit où tu ne peux pas le voir. Je vous donne le titre. Que vous ne vous trompiez pas. Il est aux petits oignons. Le high level du podcast, c'est demain. Et c'est vraiment. Franchement, celui-là, il est violent. Pour moi, j'ai pris une claque. Le titre, c'est « Je ne gagne pas d'argent. Comment gagner plus d'argent ?» On va parler d'immobilier, d'agents immobiliers au féminin. On va parler de méthodes de travail assez violentes. On va voir qu'en réalité, les mecs, vous ne gagnez pas d'argent hein, et qu'il y a des personnes qui se prennent en main et qui sont assez violentes. On est sur 1h24 et 34 secondes de podcast. Je n'ai même pas eu le temps de le remonter, donc il est possible que dedans, il y ait des cafouillages. Normalement, il n'y en a pas. J'ai assez bien travaillé mon truc. Je pense que vous allez passer un très, très bon moment. Mais sincèrement, hein, j'en suis quasiment convaincu. Donc, prenez le temps, mais ça va être vraiment un bon podcast. Jérôme, il faut que tu l'écoutes, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Quentin aussi, écoutez-le parce qu'il y a du high level sur ce podcast. Il y a du high level. Là, vraiment, il y a du high level. Bon, voilà, j'arrête de parler de podcast. J'avais un autre sujet à aborder. Avant, je vais reprendre un peu vos réactions. En parlant d'épargne, si tu ne l'as pas vu, regarde Radin avec Danny Boone. Et je crois que je l'ai vu, ce film. Il m'avait fait rire. Alors, il faut que je le re-regarde. C'est effectivement un truc à faire. Mathéus et le coup de l'opportunité, c'est-à-dire le cash. Tu loupes l'affaire. Mathéus, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Des affaires, j'en vois tout le temps, en permanence, en toutes circonstances. Et je ne sais pas que te dire en fait. J'en suis arrivé au point où je ne peux plus, où je ne cherche plus en fait. C'est-à-dire que je préfère ne plus regarder. Et d'ailleurs, ma mère me le fait remarquer très souvent et les gens qui bossent avec moi me le font remarquer. J'ai toujours la même façon de procéder. Je commence par
arrêter de chercher. Parce que quand j'ai fait mes opérations, il faut que je m'arrête, il faut que je m'en occupe. Je préfère commencer et finir, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. J'arrête de chercher, je fais mon business, je termine mon business. J'ai terminé mon business, qu'est-ce qui se passe? Je me remets en recherche, c'est-à-dire que je me dis, bon, là, il faudrait quand même que tu cherches. J'ai toujours un œil sur le marché, hein, t'inquiète pas, je regarde du coin de l'œil, j'évite de trop regarder pour pas avoir les bouts. Je me remets en recherche. Le début, c'est toujours pareil. De la première semaine, on va dire entre une semaine et 3 semaines, pas plus de 3 semaines. Généralement, si ça ne dépasse pas le mois, je râle. Je ne suis pas un gros râleur, mais je râle. Je me dis, oui, il n'y a rien, ça m'énerve, il n'y a rien sur le marché, ça me gave, ça me gave. Au bout de 15 jours, 3 semaines, bam, 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 ça tombe. Les premiers trucs commencent à tomber. Et là, ça devient trop compliqué pour moi. C'est hop, 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 il faut que j'arrête. Je lève le pied, j'arrête tout. Il y a déjà j'ai déjà assez de visites et de choses sous la main pour travailler pour les prochains mois qui arrivent. Donc, en général, ça se passe toujours comme ça. Donc, si tu veux, non. Oui, ça dépend de ta manière de travailler. Moi, aujourd'hui, j'en suis au point où je vais dire ça comme ça. Je préfère ne pas chercher pour ne pas râler que chercher et râler, comme tu dis, des affaires. Après, voilà, au demeurant, comme je viens de te dire, je pense qu'à partir d'un certain volume, tu as des affaires de différents paliers. Je suis d'accord avec toi, il y a un certain palier où il faut une réserve pour y accéder. Mais les grosses affaires, tu ne peux pas les mener en permanence. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand tu as des grosses affaires, il faut le temps de les sortir, de les mener, de les gérer. Et il y a une inertie qui est encore plus importante sur ces gros volumes parce que le volume demande plus de travail. Donc, de toute façon, les grosses opportunités, tu ne peux pas les répéter. Enfin, si tu peux, mais tu prends un gros risque en soi parce que tu vas devoir te démunir à grande échelle. Pour pouvoir le faire, il faut beaucoup d'argent. Je pense avoir de l'argent, mais pas à ce stade-là. Et donc, clairement, tu dois faire un choix. Et il y a un point à partir duquel tu peux mener des grosses opérations tout en ayant des petites opérations qui tournent, avoir les deux de front. Moi, en tout cas, ça me va très bien comme ça et je ne me sens pas concerné par ce que tu dis. Donc, le coût de l'opportunité dépend clairement du niveau de business que tu veux atteindre. Moi, je suis à un niveau où ça me convient très bien. Et voilà. Jérôme me dit, je suis disponible jusqu'au 11 mai. Bah ouais, Jérôme, hein, comme nous tous. On dit 6 mois de dépenses. J'ai pas compris, mais je suis d'accord. Ah oui, 6 mois de dépenses, j'ai compris. Toi, tu dis qu'il faut avoir une épargne de sécurité de 6 mois de dépenses. Écoute, moi, je ne raisonne pas comme ça, mais je sais qu'il y a dans l'épargne de sécurité, il y a plein de théories. Ce qui est bien, c'est que j'en connais aucune, puisque c'est pas mon délire, mais j'entends. Voilà, il y en a qui disent qu'il faut avoir un an d'avance, de dépenses. Enfin, voilà, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais bon, voilà. Salut Charles, j'espère que ça va. On parle projet quand? Bientôt, Gabi. L'épargne de précaution devrait être proportionnelle au nombre de lots détenus. Je ne raisonne pas non plus comme ça, Charles. Je pense qu'en fait, en fonction de ta gestion de ton patrimoine et en fonction de tes marges, tu n'as pas le même rapport à l'épargne. Moi, c'est exactement ce que je dis depuis le début. Je pense que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Votre épargne de précaution, elle est proportionnelle à la gestion de votre business. Je vais juste vous répondre très simplement et vous allez comprendre. Si, par exemple, on va prendre Mathéus et Charles, voilà, vous deux, vous êtes dans le chat et vous faites partie de ceux qui avaient un prénom prononçable. Je vous incite à avoir des prénoms prononçables, c'est mieux pour moi. Salut Andrew. Si sur Insta, hein, bien évidemment, j'essaye de prendre les gens sur Insta parce que j'ai moins de gens sur Insta qu'ailleurs. Si Charles a un patrimoine qui est financé à 110%, on va imaginer que Charles a 5 immeubles. J'ai une calculatrice par ici que j'ai depuis tout à l'heure. On va imaginer que Charles a 5 immeubles à 110%, à 200 000 euros. Il n'a pas mis d'apport. Ces immeubles lui rapportent, en net 400 euros par mois, d'accord? Donc 5 x 80, Charles gagne 2 000 euros par mois avec son épargne. Pour peu qu'il ait des aléas, il vaut mieux, et c'est sûr que selon la théorie selon la théorie de l'épargne de précaution, il vaut mieux à 2 000 euros par mois, surtout si Charles gagne, je dis une bêtise, mais 3 000 euros par mois, il vaut mieux qu'il ait une épargne de précaution parce que tu comprends bien qu'au moindre problème, il peut se retrouver dans la panacée. Et crois-moi, avec 5 immeubles, des problèmes, tu as la possibilité d'en avoir. Tu prends une année, une vague de cumulus, tes 2 000 balles par mois de marge, je peux t'assurer, pour les avoir eu déjà sur des lots, d'avoir eu de petites marges sur beaucoup de lots, je peux t'assurer que c'est vite le bordel. Donc, première solution, tu suis les conseils qui sont faciles à trouver partout. Je m'endette à 110%, j'ai que 2 000 euros de marge
effectivement, il faut avoir une épargne de précaution. Maintenant, on prend le cas de Mathéus qui, lui, a suivi d'autres conseils qui sont plutôt les genres de conseils que je donne, où là, c'est l'inverse, en fait. On est toujours sur 5 immeubles, mais au lieu d'avoir, il a mis de l'apport, il a injecté de l'argent. Au lieu d'avoir 2 000 euros de marge, il se retrouve avec 5 000 euros de marge par mois. Ben là, tu comprends très facilement que la situation et ton épargne de précaution, elle n'est pas du tout la même. Et les deux gagnent 3 000 euros par mois. D'un côté, il y en a un qui gagne plus avec son immobilier parce qu'il a plus de marge, parce qu'il a mis plus d'argent. De l'autre, il y a un gars qui gagne moins avec son immobilier parce qu'il a choisi de garder de l'argent. J'amène pas de. Je veux que vous soyez clair avec mes propos. Hein. Il n'y a pas derrière ces propos-là de jugement de valeur. Je ne suis pas en train de vous dire cette situation est mieux que l'autre. Il n'y a pas de ça ici. C'est des philosophies. C'est des visions de voir la vie. Je vais vous dire les choses comme je les pense. Celui qui gagne 5 000 euros, c'est facile de comprendre que lui va peut-être pouvoir quitter son emploi plus vite que celui qui gagne que 2 000. C'est facile de comprendre que moi, je suis forcément de ceux qui gagnent plutôt 5 000, plutôt plus, parce que je vis de l'immobilier. Vous comprenez que si je veux vivre de l'immobilier, il faut que j'ai plus de marge. Donc, je mets de l'argent. Donc, pour moi, avoir de l'argent sur mes comptes, ça n'a aucun sens, en fait. Parce que je me dis, d'une façon ou d'une autre, l'argent, je vais le récupérer autrement. Donc, voilà. Comprenez bien, et c'est ce que je me tue à vous dire. Chaque investisseur a une philosophie. Plus vous allez suivre des philosophies, plus vous allez vous emmêler les pinceaux. Il n'y en a pas un qui a raison. Chacun a raison à sa façon. Le tout étant d'arriver au point où vous voulez arriver. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu vivre de son immobilier. Moi, je veux que demain, si toutes mes sociétés s'arrêtent, je vais même aller plus loin que ça, je veux que mon immobilier finance la vie de ma femme, de ma fille, de ma mère. Je n'ai pas honte de vous le dire les yeux dans les yeux. C'est là pour ça. Quand mes sociétés ont besoin d'investir plus, je veux, et je n'hésite pas à le faire, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 5 ans que je suis sur le web. Il y a eu des années entières où j'ai pris, il y a eu plus d'années, je vous rassure, il y a eu des années entières où je n'ai pris que des revenus de l'immobilier parce que je n'avais que ça et que je n'avais envie que de prendre que ça. Et parce que je préférais réinvestir l'argent que je gagnais, notamment avec le web ou avec d'autres, dans d'autres trucs. Et puis il y a des années où j'ai dit, je crois que c'était il y a 2 ans ou l'année dernière, j'ai dit à ma mère, c'est toi qui prends tous les revenus immobiliers parce que moi j'ai préféré faire autrement parce que voilà, on s'arrange. Ça sert à ça d'avoir différents revenus. C'est de vous dire comment je les évalue, comment je les utilise, comment je les répartis, etc. Aujourd'hui, moi, mon immobilier, je le considère comme viable. Il y a largement plus d'une personne aujourd'hui, je pense, qui peut vivre sur mes revenus immobiliers parce que je vous le dis depuis le début, moi, les mecs, je suis très peu endetté et je le revendique. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors après, voilà, je me réendette. En fait, moi, je suis un crabe. Je l'explique dans le bouquin. Je fonctionne comme ça, tu vois. Comme je sais pas si vous vous rappelez quand on était petit, là, tous ceux qui sont de la même génération que moi, vous me le dites dans le chat. Hein. Vous savez, le jeu, là, j'allais dire Albertville, je suis con, moi. C'est quoi ce truc qu'il y avait l'été, là, avec les taureaux, là? C'était. Oh là là, je l'ai au bout de la langue. Quand j'étais petit, ça, je regardais. Ah, ça, j'aimais. Jeu télévisé dans le village. Vous savez, il y avait un jeu là, avec une barre comme ça, et tu montais. Mais moi, je le vois comme ça, l'immobilier, comme ça, tac, 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 à l'échelle. Là. C'était quoi ce jeu jeu immobilier dans ville. Ah, je ne me rappelle plus. Interville, voilà, c'est ça. Interville. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si tu te rappelles d'Interville. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais le truc de la barre. Mais moi, l'immobilier, je le vois un peu comme ça. Oh, pardon. Tu es à un point, alors j'ai donné un bon coup dans le micro, désolé les gars. Tu es à un point et tac, 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 tac. Et à un moment donné, il faut t'arrêter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les mecs qui s'arrêtaient pour marquer la pause, pour pouvoir aller chercher le plus haut. Bam. C'est un peu ça l'immobilier, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Donc voilà. Je fais un laïus là. C'est des discussions que j'aime bien. C'est quoi le sujet du podcast? Un agent immobilier, une agent immobilière. Tu verras, il est magnifique. C'est magnifique. Écoute-le. Perso, j'ai tout vendu à Airbus et un peu Dessinant. J'aime bien ton numéro, Mathieu. Ouais, j'aime bien. Alors, on en était là. Je prends vos questions s'il y en a. Je vais devoir faire de la route pour écouter les podcasts. Ah ouais, là, il y a du podcast d'avance parce que moi, j'ai continué à publier les podcasts, les mecs. Hein, donc, il y en a eu un tous les mardis qui est sorti. Donc là, vous avez des podcasts à écouter. Hein. J'ai toujours 10-15 affaires en vue, mais je regarde si elles sont toujours là quand je peux les faire. Ouais, ça aussi, tu as raison, Gabi. Comprends, moi, je suis plus petit. C'est pas la même échelle. J'achète aux enchères pour 50 max. Après, tu es aussi dans... Alors, par rapport à ta stratégie d'enchère, Mathéus, il faut aussi que tu intègres une chose, c'est que tu es dans un endroit... Ah ouais, vous étiez beaucoup à connaître Interville, les mecs. On est beaucoup de la même génération. Guilux. Ouais, c'est ça, Guilux. La stratégie des enchères aussi, elle dépend beaucoup de ton lieu. Hein. Il ne faut pas que vous leurriez sur le sujet. Hein.
Les enchères, je ne dis pas que ça ne marche pas, hein, mais ce n'est pas partout que tu peux avoir des biens à 50. Enfin, il y a quand même des salles où tu peux avoir du 50, hein, mais ça ne court pas non plus les rues. Ce n'est pas le truc le plus courant. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une bonne stratégie. Je comprends ta situation. Maintenant, bon, l'épargne de précaution, j'ai vu que ça avait fait débat, ça m'a fait sourire. Ne vous leurrez pas, ça reste des théories, tout ça. Je pense que vous avez écouté l'émission sur la Ferrari du boulanger, qui était une vidéo sur laquelle j'étais trompé de Akram, un podcast qui a très bien marché. D'ailleurs, j'ai toujours demandé à ce boulanger de venir. Il n'a jamais voulu venir sur la chaîne ni sur les podcasts pour discuter. Il faut que vous sachiez que j'aime beaucoup ce podcast parce que c'est ce que je dis à la fin. Le gamin, il s'est payé une Ferrari. Et beaucoup d'entre vous pourraient se dire, le mec travaille, il se paye une Ferrari à 150 000 euros. Il a fait la plus grosse connerie de sa vie. Mais c'est ce que je dis dans le podcast. Moi, je ne suis pas d'accord. Il s'est pris une Ferrari, je ne sais plus laquelle il s'est acheté. Une 458. Il s'est pris une Ferrari 458. On va voir le prix tout de suite. Et beaucoup, en regardant cette vidéo, l'ont critiqué, l'ont dit de tout. C'est un peu ce que j'arrive à la fin du podcast. C'est ce que je dis à la fin du podcast. Voilà, c'est quand même une bagnole qui coûte entre 160 et 200 000 euros. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, etc. Et il dit, et moi, c'est ce que je dis dans le podcast, je dis, pas forcément, parce que en réalité, le gamin sait ce que c'est. Il sait quel est le coût, que représente le coût de la bagnole. Et donc, il sait ce qu'il doit gagner. Et s'il l'a fait, c'est que la Ferrari, il l'a. Donc, d'une façon ou d'une autre, il se l'est payé, la Ferrari. Et j'ai trouvé très intéressant ce raisonnement-là parce que, en fait, vos histoires d'épargne de précaution, les mecs, c'est des façons de penser conventionnelles. Si vous pensez de façon conventionnelle, devinez quoi? Vous aurez des résultats de monsieur et madame tout le monde. Si vous êtes là avec moi, si vous êtes là à écouter des mecs ou à chercher des réponses, c'est que vous cherchez des façons peu conventionnelles de penser. Ah, c'est sûr, hein. Financièrement, si je vous conseille d'acheter une Ferrari, c'est sûrement pas le meilleur conseil financier du monde que je vous donnerai. J'en ai conscience. Mais essayez d'aller plus loin que ça. Qu'est-ce que ça implique d'avoir une Ferrari? Le mec, il sait. Et entre nous, c'est intéressant comme raisonnement financier. Comment faire pour l'amortir? Comment faire pour faire en sorte que la Ferrari, je puisse la payer au quotidien avec un salaire de boulanger? Derrière, il y a un raisonnement. Le mec, s'il n'est pas payé, il n'a pas sorti du chapeau. Et je vais regarder vos commentaires. Hein. Je vous vois déjà. Oui, papa, maman, blablabla. Peut-être, et alors? Derrière, il y a quand même tout ce qu'il faut assumer derrière. Et je trouve que le raisonnement est intéressant. Cherchez des raisonnements peu conventionnels. Allez là où il y a peu de monde. Ça vous garantit un résultat différent. Ce n'est pas des raisonnements faciles après. Hein. Quand je vous dis, si vous avez de l'épargne, vous n'avez pas de plan financier, au lieu de mal le prendre, essayez de vous dire que j'ai raison. Essayez de comprendre pourquoi j'ai raison et pourquoi moi, je n'ai pas d'épargne de précaution. Ça, c'est intéressant. Et si vous arrivez à comprendre ce raisonnement-là, il y a peut-être quelque chose à en tirer pour vous. Voyez le truc? Et donc, pour revenir à l'histoire de la Ferrari, ah merde, je ne peux pas le faire ce soir, j'aurais pas dû lancer le live comme ça. Bon, c'est pas grave. Pour en revenir à l'histoire de la Ferrari, ce qui est intéressant pour vous, c'est de vous dire que ce gamin, peu importe que vous soyez d'accord ou non avec son raisonnement, comment il a réussi à se la payer? Comment il fait pour vivre avec? Il a réussi. Je trouve qu'il y a un truc derrière. Moi, en tout cas, peu importe, même s'il y a une arnaque, je trouve que le raisonnement reste intéressant. Alors, vos réactions Interville, bon, ça on était d'accord. Par chez moi, dans le 80, ouais, les ventes aux enchères sont monopolisées par les marchands de biens. Et comme on est dans la même région, j'en connais certains. Et c'est le cas, tu as tout à fait raison. C'est un outil marketing pour certains, la Ferrari. Alors, oui, Charles Arthur, je sais que vous êtes beaucoup aussi à vous dire que c'est un outil marketing. Mais les mecs, ils se la sont payés, certains. C'est un outil marketing quand la Ferrari… En fait, si tu veux, je vais vous dire quelque chose qui est intéressant. Quand vous ne voyez pas les voitures, alors il y a plusieurs possibilités, mais quand la voiture finit par ne plus être là, ce n'est pas un outil marketing en fait. Non, je l'ai mal dit. Quand la voiture est toujours là, ce n'est pas un outil marketing. Quand la voiture finit par ne plus être là, c'est un outil marketing. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous voyez un gars qui vous montre une bagnole et la bagnole finit par disparaître, c'est-à-dire que vous la voyez pendant un temps, puis d'un coup, la voiture, vous ne la voyez plus. La voiture est un outil marketing. Quand la voiture est tout le temps là, quoi qu'il arrive, le mec, il a toujours la même bagnole. Bon, ben là, c'est un outil marketing. Mais dans les deux cas, la bagnole, elle a été payée. Si tu prends, allez, je vais toujours te donner un autre point pour qu'on s'intéresse.
Location, d'accord, Ferrari. Dans les deux cas, il faut que tu comprennes une chose. Location Ferrari 458. La bagnole, tu veux te la louer. Location Ferrari 458 Spider. J'avais regardé les prix à un moment donné, pas parce que je voulais m'en louer une, t'inquiète pas, c'est parce que justement, je m'interrogeais, je me suis dit quand même, attends, tu vas comprendre ma location, ma réflexion. Je me disais, attends, à un moment donné, les mecs, ils doivent quand même se la payer. Ça coûte quand même de l'argent. Tu vois, ça coûte des sous de se louer une bagnole. Te louer la bagnole, j'avais vu, j'étais tombé sur un site où ils faisaient que ça, les mecs, voilà. Écoute bien, un jour, c'est 1500 balles. 3 jours, c'est 4500 balles. Et 7 jours, c'est 10 000 balles, 8 500. J'arrondis, mais parce qu'après, derrière, il y a des kilométrages à respecter, il y a tout un tas de trucs à faire. En plus de ça, tu as 10 000 euros. Alors, je vais te donner les conditions, mais c'est assez élevé. C'est tu dois laisser 12 000 balles en chèque. Voilà, tu dois laisser 12 000 euros, je crois, de chèque de réservation. Tu as une franchise haute et basse en fonction du temps où tu la réserves. Enfin, t'imagines le délire. Donc, on parle bien d'un coût élevé de quelque chose qu'il faut quand même payer. Donc, l'argent pour avoir la bagnole, il a fallu qu'il le donne. Donc, si tu veux, pour moi, j'entends que ça peut être des outils marketing, mais ça reste un coût. Et ce qui est intéressant pour ce coût-là, encore une fois, voilà, il faut que vous recentriez ce que je suis en train de vous dire. C'est intéressant dans la mesure où on maîtrise le truc. Bien évidemment que si tu vois un mec comme moi qui arrive avec la Ferrari, qui gagne l'argent en te vendant des programmes et qui a sa Ferrari, qui te dit j'ai fait de l'immobilier, mais qu'en fait c'est les programmes qui te la payent, on est d'accord, là c'est une arnaque, fait et fini. Et là, c'est pas du bon. Mais si demain, c'est d'ailleurs, voilà, je ne veux pas faire de la pub, moi j'aime bien faire des vidéos dans le sujet, mais c'est pour ça que dans mon programme 1 million, il y a acheter ma voiture, parce que de A jusqu'à Z, je veux te montrer comment moi je me paye une bagnole avec que de l'immobilier. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il faut vraiment que je la fasse la vidéo. Il y a une vidéo qui doit être mise à jour parce qu'il y a de nouveaux éléments qui sont arrivés dans le programme. Je vais pouvoir me payer une très belle bagnole, mais parce qu'il va y avoir des explications derrière et tu vas pouvoir voir toute la façon dont ça a été décortiqué en interne. C'est ça qui est important, c'est de comprendre le mécanisme qui amène le mec à se payer la bagnole. Quand le mécanisme est révélé, c'est hyper intéressant. Et moi, je vous le dis encore une fois, vos finances personnelles, elles doivent être faites de petits hacks comme ça. Vos hacks que vous allez découvrir en vous payant des trucs comme ça. Payez-vous des… Franchement, je vais vous dire un truc. Faites de l'immobilier, je le dis dans le bouquin, tu vois. Vous êtes là, je vais vous donner un autre truc. Vous l'avez sûrement vu sur mon site immobiliercompagnie.com. Vous allez pour acheter mon livre. Je vous conseille, c'est pas pour acheter le livre. Vous allez pour acheter le livre Devenir riche sans argent. Regardez la vidéo que j'ai faite. Regardez-la, elle est très longue. La vidéo dure, je vais vous dire combien de temps elle dure. Je vais y aller là tout de suite. La vidéo, je crois qu'elle dure 40 minutes ou 45 minutes où j'ai fait tout un processus dans différents endroits, etc. Et à un moment donné, je vous montre un séminaire où j'explique 1 égale 2 et où j'explique le processus de pourquoi si j'achète de l'or, quand j'achète de l'or, j'achète plutôt tel type d'or que tel autre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande, je vais vous mettre le lien. On parle même pas de la page de vente là. On parle d'écouter la vidéo. Voilà, je vais vous mettre pause sur la vidéo. Je vais vous dire, là, je vous mets le lien direct. Hop, vous avez le lien dans la description. Là, vous avez la musique. Voilà. La vidéo dure 31 minutes. Et à la fin, je vous dis, voilà, n'achetez pas de l'or comme ça, achetez de l'or comme ça, etc. Si vous voulez vous acheter quelque chose de cher et d'avoir un rapport différent avec votre argent et pas vous faire avoir, vous avez tout ce qui est le marché de la montre. Moi, j'adore les montres. J'aime beaucoup ce marché-là. Je ne suis pas là à étaler les trucs. On n'est pas là pour parler de choses et d'autres. Renseignez-vous sur le marché de la montre. Payez-vous de ce genre de produits. Vous avez des produits qui sont des placements. C'est de l'investissement, les mecs, de ce dont je suis en train de vous parler. C'est des trucs qui sont très liquides, qui sont intéressants. Et je vais vous le dire en toute sincérité, moi, je pense que c'est des petits hacks what the fuck pour vous aider à réfléchir autrement. Comment vous allez réussir à vous payer une montre à tel prix et à l'obtenir? Voilà, c'est intéressant parce que ça vous oblige à réfléchir différemment. Si vous voulez passer, mais c'est pareil pour tout, on ne parle même pas d'immobilier. Immobilier, bourse, dans votre vie perso, etc. Si vous voulez passer à une étape supérieure, donnez-vous des objectifs comme ça. Et c'est je veux dire, si tu arrives, si je vous dis par exemple, si je vous lançais un défi, si je vous dis avant la fin de l'année, on se paye une montre à tel prix avant la fin de l'année sans toucher à vos revenus. C'est-à-dire que c'est ça le genre de défi que vous devez vous lancer. Vous asseyez, vous gagnez un montant en argent. Vous dites, on n'a toujours pas abordé je vais aborder après le truc de récession ou parce qu'on est loin du sujet de départ. Mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Vous vous asseyez et vous vous dites, voilà, moi je gagne, je vous dis une bêtise. Moi je gagne
2 000 euros par mois. Je veux me payer une montre à 10 000 euros. Je me laisse 1 an pour me la gagner sans toucher ni à mes revenus, ni à tout ce que j'ai mis en place au départ. Ça, c'est un vrai challenge. Là, il y a un vrai raisonnement derrière. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre vie en plus, parce que c'est ça le jeu dans lequel on est en train. Qu'est-ce que vous allez faire en plus pour vous la payer? Je vous pose la question. Si vous répondez à cette question, quand vous allez y arriver pour une montre à 15 000 ou à 20 000, peu importe le prix, ce n'est pas ça qui est important. Quand vous allez réussir à relever ce challenge et à l'accomplir, le prochain challenge, c'est quoi? Si tu arrives à faire un truc pour 15 000 en plus de tes revenus, c'est quoi le prochain challenge? C'est comment faire pour 150 000 euros pour un immeuble de plus. Et c'est comme ça que tu y arrives, en fait, en te lançant des défis what the fuck. Et je reviens à mon projet immobilier que je suis en train de lancer. Si je vous dis j'ai eu peur sur le prochain projet qu'on va lancer, c'est un challenge. C'est ça les challenges. C'est ça qui est bon. C'est ça que vous cherchez. C'est ça que tu cherches. OK? Je prends vos questions. C'est 18h et après, on va parler du sujet de la vidéo parce que je n'y suis pas de la vidéo. Je vous rappelle que le titre de cette vidéo, c'est Récession ou croissance immobilière. J'ai quand même envie de vous en parler. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Posez-moi des questions. Posez-moi des questions. Sur je suis tout seul, j'y réponds. Voilà. Alors, je reviens à Interville. C'est un outil marketing. Alors, il n'a plus qu'à louer en courte durée sa Ferrari. Gros risque pour une grosse rentabilité. Mais ça, c'est certain, on est d'accord. On est d'accord. Tu peux la louer le temps de la… Ouais, j'ai zappé. Tu peux la louer le temps de la vidéo si c'est juste marketing. Ouais, c'est chaud. Louer une Ferrari pour le temps d'une vidéo, à mon avis, il la loue au moins pour quelques jours, c'est certain. Oula, mais il me paraissent trop chers, ils doivent pas beaucoup louer. Bon, ça dépend. Écoute, moi, je sais pas. Après, je vais te donner un petit au hasard. J'ai écouté tous tes podcasts, mais ceux de Patrick Drahi et La Finance dirige le monde sont les meilleurs pour moi. Je les ai écoutés en boucle. Merci Telfort. Oui, après, s'il se paye un passif à 200 000 grâce à ses actifs, pourquoi pas? Exactement. Bon raisonnement, mec. De plus, il fait ce qu'il veut de son oseille, le boulanger. Après, ça fait bizarre d'arriver au taf en Ferrari, à part si la boulangerie est à Monaco. Et encore, mec, même à Monaco, moi je dirais à part si la boulangerie est à toi. Et encore, si tu n'as qu'une boulangerie en Ferrari, mais bon, ça serait intéressant de voir le raisonnement financier qu'il y a derrière. Ouais, Nico, après discussion avec une connaissance, ils ont de redoutables techniques pour décourager totalement les nouveaux venus. Ils connaissent très bien et s'arrangent entre eux et c'est très fermé. Je suis complètement d'accord, je connais les mécanismes. C'est très fermé et ils ont des techniques redoutables. Je suis d'accord avec toi. La magie de voir grand. Exactement. Nico, tu le sais, c'est pas dur de les regarder bien en face et de leur dire d'aller se faire s'ils cherchent à te décourager. Après, la jouissance financière, c'est autre chose. On est d'accord. Bon, on va pas parler de ça. Salut à tous. On va parler de la croissance et de la décroissance immobilière, un petit peu de l'avenir du marché, de ce que j'en ressens. Alors, je vais vous dire un peu, je ne vais pas vous cacher que j'ai commencé. Alors, je vais quand même un petit peu vous résumer ce qui s'est passé pour moi pendant ce Covid. Parce qu'on arrive au bout et j'ai envie d'être transparent avec vous. Début du Covid, avant que je me lance le défi du livre, j'avais énormément de retard sur plein de choses. Je me suis mis à jour. Je vais vous dire une vérité que je peux me permettre de crier haut et fort au nom de beaucoup d'entrepreneurs. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont profité de ce début de période de Covid pour se mettre à jour. Et je vais vous dire une vérité avec on va dire, le surplus d'administratifs que nous avons en France. Vous comprenez très bien que ça a été une opportunité pour plein de gens. Ce délai passé, il y a eu plein de réactions différentes autour de moi. Il y a eu ceux qui, malheureusement, on va dire, n'ont rien fait d'autre et se sont arrêtés. Et il y a eu ceux qui ont profité du temps. Je pense faire partie de la deuxième partie. Je me suis mis à jour pour toutes mes ventes, pour tout ce que j'ai à faire pour mon immobilier. Moi, je suis en attente. J'ai rendez-vous mercredi soir. J'ai un rendez-vous très important pour finaliser mes dernières ventes de l'année dernière qui sont maintenues. J'ai, pour diverses raisons, pour divers projets que nous avons, etc., je ne vais pas vous rentrer dans mon patrimoine perso, vous savez que je suis assez discret sur le sujet. J'ai eu la chance de mettre des biens en vente en plein Covid la semaine dernière. Je peux vous dire que ça a réagi en face. Et j'ai eu aussi la chance de continuer à voir passer des éléments pendant le Covid. Ça réagit, le marché est loin d'être mort. J'ai aussi la chance d'être en contact avec des professionnels du secteur et je vais commencer. Alors, je ne peux pas prédire l'avenir parce que c'est impossible de le prédire et qu'il y a, je vais vous dire sincèrement, des grosses inconnues, dont notamment les élections américaines de cet hiver, qui pour moi sont déterminantes dans la suite des événements. Et j'insiste, je vous le dirai jamais assez, vous le comprendrez dans le livre, c'est un gros raisonnement. À la sortie du livre, je vous expliquerai un peu comment moi je vois les choses et puis surtout, j'espère pouvoir confronter mes idées dans le livre avec quelqu'un
de compétent pour pouvoir aussi un peu m'engager sur ce que je vais vous dire. Mais en gros, pour moi, les élections américaines, il y a un mouvement aux États-Unis par rapport à l'étalon or qui existe depuis 2014 et qui est assez important, qui mérite d'être suivi parce que ça fait partie des éléments qui peuvent avoir des conséquences assez lourdes pour l'économie mondiale. Et pour moi, les élections américaines ont réellement un rôle à jouer en fonction de qui va être réélu dans les années qui arrivent et de leurs politiques qui vont être menées parce que les États-Unis, malheureusement, ont une influence sur le reste du monde. Bref, j'en viens au point. Le point, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, le marché, pour moi, le marché immobilier actuel, il va connaître des perturbations qui peuvent être bénéfiques dans un certain sens pour nous. Je vous l'ai déjà répété, je vais vous le dire, je pense que le marché de la RP va beaucoup bouger parce que cette crise-là qu'on vient de vivre, elle a changé le rapport des gens avec leur résidence principale. Je pense qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que leur résidence principale, malgré ce qui peut être dit à droite et à gauche, et je suis très content de faire partie de ceux qui le disaient, c'est plus important que ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, tu as des gens qui ne vont pas rester là où ils sont. Et j'en suis convaincu. C'est la première chose. Deuxième chose, non des moindres. Je pense qu'il y a aussi des mouvements qui se sont passés sur les marchés financiers et à des échelles qu'on ne mesure pas encore, qui vont avoir des conséquences sur le marché locatif. Donc, sans dire, moi, je pense qu'il va y avoir des conséquences, effectivement aussi, et ça, il faut quand même le dire, d'emploi, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des emplois perdus. L'argent perdu n'est pas regagné, ou en tout cas, difficilement regagné. Et ces corrélations vont devoir s'établir et produire un résultat. Moi, je pense qu'il va y avoir des surprises. Des surprises dans les centres-villes, des surprises dans les résidences principales et des surprises de manière plus large dans les réactions que vont pouvoir avoir les gens. 100% de toutes les crises que j'ai pu repasser et voir un petit peu en profondeur, parce que moi je les ai dégrossies et simplifiées dans le bouquin, ce que je remarque, c'est qu'à 100% du temps, ce que les experts, les économistes négligent, c'est finalement le facteur humain. Alors certains vont appeler la stupidité humaine, tu peux appeler ça comme ça si tu as envie. Moi je dirais c'est juste l'affect, le facteur humain. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains qui sont inanticipables. Tu ne peux pas savoir ce que va faire un être humain à l'avance. Parce que, ben voilà, il y a des réactions qu'on ne peut pas préétablir, ou en tout cas qu'on ne peut pas dessiner comme des équations basiques. Tu ne peux pas anticiper ce que va faire un homme. Il y a des gens qui pètent un câblon du jour au lendemain et voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je pense que l'immobilier, je ne le vois pas se casser la gueule comme certains se disent, il va se casser la gueule. Voilà. On entend ça. Moi, je ne vois pas ça. Je pense qu'il va y avoir des mouvements de marché, mais spécifiques. Voilà, plus spécifiques. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Après, on a eu une correction de prix. Si on a une correction de prix, je pense qu'elle sera raisonnable. On n'aura pas des corrections de prix comme en 2008. Voilà. Je ne l'exclus pas. Mais je me dis simplement que je ne vois pas comment, même si l'emploi baisse, les gens ne prennent pas en compte le fait que tu vas avoir des gens qui vont vouloir changer leur contexte. Toutes les personnes qui sont dans des appartes ou qui ont envie d'avoir un extérieur, ou qui se disent juste, parce que ça c'est une chose aussi que je dis dans le bouquin, en tout cas que je sous-entends, je pense qu'on va connaître, en tout cas notre génération va connaître d'autres confinements comme on vient de connaître là. Et tu te dis que forcément, si tu es confiné dans un appart, ce qui est mon cas, moi je suis en plein centre-ville, je suis confiné dans un appart, tu te dis quoi ? Tu te dis, j'ai pas forcément envie, s'il y a un coup d'après, d'être confiné dans un appartement. Et cette réflexion-là, elle a forcément des conséquences pour l'immobilier, pour toi, pour moi. Et ça montre de quoi doit être composé un patrimoine immobilier aussi, tu vois. C'est intéressant cette réflexion. De quoi tu dois composer ton patrimoine immobilier ? Je te laisse y réfléchir. Je prends vos réactions, je bois un coup, je prends vos réactions et on avance. Genzi me dit, Nico, une vidéo sur la collection de montres. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas. J'ai pris le parti de toujours mettre la même, qui ne marche pas d'ailleurs. ceux qui sont perspicaces remarqueront que cette montre indique toujours la même heure et qui est une montre qui marche au niveau du mécanisme. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si on le voit que le mécanisme. Voilà. Le mécanisme tourne, mais l'heure est bloquée. Sentimentale la montre. Donc j'en ai d'autres. Mais oui, mais non. On verra. C'est pas au programme en tout cas.
Alors, je dois d'abord appeler la directrice. Alors, toujours à l'affût, mais je dois d'abord appeler la directrice. Alors, pour les banques, en tout cas, les banques, comment je vais dire? Les banques traditionnelles vont se remettre en marche à partir du 12, si vous travaillez avec des banques traditionnelles. Moi, je vous conseille de les tenir au chaud parce que il va y avoir comme un tsunami là, en fait. Qu'est-ce qui se passe? On a tous été bloqués parce que les banques sont toutes concentrées sur les mêmes types de dossiers, sur les mêmes fonctionnalités uniques. Et quand ça va s'arrêter et que tout le monde va arriver d'un coup, il va y avoir un tsunami de demandes. Et je vous assure que je pense, j'ai tendance à croire que les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc, sincèrement, perdez pas de vue l'objectif. Hyper important, surtout si vous avez des choses à signer. Et oui, Donald, faut pas trop le prendre pour un Mickey et il aime vraiment pas les pangolins, ça peut déraper. Ouais, et puis Donald, je pense que le problème de Donald Trump qu'on a en France, il faut que je fasse une émission sur lui d'ailleurs, c'est que c'est d'ailleurs à tort, tu vois, je pense que les médias font pas leur travail. Bon, je pense que ceux qui suivent mes podcasts, vous avez l'habitude de mes émissions et de mon décryptage de l'information. Je pense sincèrement que le problème qu'on a avec Donald, c'est que les journalistes passent trop de temps à se concentrer sur le personnage, c'est-à-dire sur l'image qu'il renvoie et les erreurs qu'il peut faire et tout ça, alors qu'en réalité, il y a des aspects de Donald Trump qui sont réellement très importants pour nous, économiquement parlant, des idéologies qu'il peut avoir, qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour notre économie et qui pèsent réellement très lourd dans les conséquences économiques et dans tout ce que ça peut engendrer derrière. Et c'est pas assez dépeint en fait. On est là à le montrer. Ah, il a dit qu'il fallait boire du détergent. C'est drôle. Ah oui, regarde, il est idiot. Oui, il est idiot. Enfin, ces idées, elles, par contre, sont comment dirais-je, sans les juger, elles ont des conséquences. Et il serait peut-être bon à un moment donné, tu vois, qu'on soit au courant, qu'on sache ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, ça peut avoir voilà, enfin, encore une fois, voilà. Le problème, c'est que pour comprendre, il faut voir tout le raisonnement. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je trouve dommage que les. Mais par contre, voilà, c'est prévu. Le reportage est prêt. Les recherches ont été faites. J'ai juste pas eu le temps de travailler sur Donald Trump. Ça va être un très gros podcast, à mon avis, en 2 parties, parce que c'est un investisseur immobilier, les mecs. Et c'est un investisseur redoutable. En plus, il est hyper intéressant parce alors lui, il n'a pas peur de se challenger high level, tu vois, il s'est mis en danger. Il y a plein de trucs à en apprendre. La composition de son patrimoine est hyper intéressante, hyper instructive. Donc vraiment, je vous assure, je vais le faire, ce podcast, mais pas tout de suite. OK? Donc voilà, moi je trouve dommage juste c'est comme tout, tu vois, c'est comme l'émission que j'ai fait, je sais plus sur qui, où j'ai dit 2 poubelles se rencontrent, ça fait forcément du caca. Ben là voilà, c'est pareil, les journalistes font pas du tout leur travail en fait. On s'en fout qu'il ait dit de boire du détergent, il peut dire ce qu'il veut. En même temps, nous en France, on a des hommes politiques qui se mêlent de tout et de rien, et je crois pas qu'ils en parlent, tu vois, de leurs histoires. Là, on m'a envoyé, là j'ai reçu un mail d'un rapport. Il faudrait presque que je fasse une émission là-dessus. Ce rapport est tellement magnifique. Quand tu vois à quoi ils pensent, nos hommes politiques, franchement, ils devraient penser à défaire tout ce qu'ils ont fait. Tu vois. Mais bon, bref, on va pas parler de ça parce que là, on est en train de me mettre une pièce. L'émission va jamais terminer. OK? Donc, oui, il faudrait qu'on voit Donald Trump un petit peu sous un autre angle parce que franchement, il y a des choses à jeter. Je dis pas tout est bon à prendre, mais je dis qu'il voilà. Likez, partagez la vidéo, les gars. Vous êtes une 50aine et j'ai 10 likes. Non, mais ça vous prend quoi? 2 secondes. Clique. Hein? Alors, on like, on partage, les mecs. Dis donc. Hein? Bon. Alors, j'ai tellement de doutes sur le fait que l'on va avoir beaucoup de débiles qui vont s'amasser que l'on se prenne une deuxième vague et là, financièrement, ça. Ah ouais. Bon. Écoute, je suis pas médecin. Moi, sur la deuxième vague, j'ai peur aussi, en fait, qu'en octobre, ou novembre, décembre, en fait, comme c'est moi, voilà ma vision. Mon problème je suis pas médecin, hein. C'est une analyse de bon sens et une analyse qui ne mérite pas de figurer nulle part. Mais mon analyse, elle est la suivante. Pour la deuxième vague, effectivement, c'est que c'est une grippe. Donc là, on arrive en été, tu vois, je suis en t-shirt. Dehors, je veux même pas te dire combien il fait parce que si tu es dans le nord, tu risques de m'en vouloir. Mais on doit être dans des températures qui avoisinent les 26, 27 degrés, peut-être 28. Donc j'ai chaud. Ma fille est en jupe, tu vois. Et donc, pour moi, c'est quand même, on est sur la base d'une grippe. Donc, je ne vois pas comment on peut choper une grippe en plein hiver. Bon, été, il y en a qui le chopent, mais bon, c'est quand même une minorité. Donc,
Ça me semble logique que là, pour des raisons X et Y autres que le contexte, il va y avoir une pause sur la maladie. Mais octobre, novembre, décembre, il y a tout porte à croire qu'une grippe peut revenir. Est-ce que l'ensemble des personnes qui sont contaminées ne le seront plus à ce moment-là? Moi, j'en sais rien du tout. Donc, je suis de ton avis. Si en octobre, novembre, décembre, on remet le couvert, là, on est mal. Et ça nous pend au nez. On ne va pas se mentir, on y pense tous, en fait. Donc, on verra. Mais on n'en reparlera pas. A priori, ça a réaugmenté après le déconfinement en Italie. Je ne le mets pas en doute. Nous verrons. On verra de quoi demain est fait. Le marché ville-campagne risque de vraiment s'équilibrer selon toi. Moi, je pense, ouais, j'ai la sensation qu'il va y avoir un. Aujourd'hui, je pense que clairement, cette expérience va changer le rapport qu'ont les gens avec leur maison. Désolé. Je travaille beaucoup, alors je me couche tard. Parce que le soir, j'aimerais bien avoir une vie. Donc, on se couche tard avec ma femme pour essayer d'avoir une pseudo-vie ensemble. Mais malheureusement, il va falloir que ça s'arrête, tu vois, tout ça. Donc, voilà. Oui, je pense que ça va s'équilibrer. Non, pas s'équilibrer. Au contraire. Moi, je l'ai dit déjà. Vous m'avez peut-être entendu le dire. Moi, je redoute, tu sais, dans certaines pandémies, tu as eu une exode rural. Hein. Tu as eu des villes qui se sont vidées suite à des pandémies. Hein. Parce que c'est glauque de vivre en ville en pandémie. Hein. Franchement, regarde, c'est bien de vivre en ville quand tu as l'animation, tous les avantages de la ville et que ton appartement, finalement, c'est un dortoir. C'est là où tu dors. C'est bien d'avoir un grand appartement en ville parce que tu y dors et que tu as toutes les animations. Mais en réalité, quand on en vient à un confinement et que ton appartement devient une prison, le mot n'a pas été choisi au hasard. Ça sent la prison un peu. Hein. T'es enfermé dans du béton et tous les avantages de la ville disparaissent au profit de leurs inconvénients. Quoi. La ville, c'est bien quand tu peux en profiter le soir. Moi, je vais te dire, moi, j'étais super bien en centre-ville quand j'avais ma vie du soir qui était animée et que machin bidule. Là, oui, c'est vrai que je serais mieux à la campagne. Hein. On va pas se mentir. On va pas faire genre la ville, c'est génial en toutes circonstances. C'est pas vrai. Et ce que je suis en train de te dire, je suis pas le seul à le penser. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu as plein de gens qui avaient choisi la ville et qui sont en train de se dire oui, bon, finalement, la ville, c'était bien, mais ça va peut-être pas se renouveler, tu vois. Donc, je pense pas forcément même un équilibre, tu vois. Je pense à une vraie réflexion. Je pense que là, il y a plein de gens qui sont en train, et comme je te disais tout à l'heure, je suis en contact avec des professionnels du marché qui me disent que les appels pour les demandes de baraques ont juste explosé. OK? Donc, tu vois le truc. Acheter au son du canon et vendre au son du clairon, c'est a priori le seul horaire qui tienne. Je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne expression. Faut-il encore entendre la bonne mélodie et faire la distinction? Ça va de soi, mais ça méritait d'être précisé. Et les immeubles dans tout ça? Eh bien ouais, Kenzie, et les immeubles? C'est une très bonne question. Ça veut dire que tu dois avoir une certaine catégorie d'immeubles. Ça veut dire que tu dois avoir une stratégie. Tu ne dois pas acheter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, ce qui n'est pas facile, surtout au début. Immeuble avec jardin peut-être, par exemple. Salut Virginie. C'est effectivement comment dire, c'est effectivement une bonne réflexion. Alors attends, je cherche les questions parce que là j'ai donné un coup de dent et j'ai tout perdu. Les systèmes économiques, financiers, sanitaires, etc. doivent s'adapter et se réorganiser pour tenir face à des crises sanitaires. Lara, c'est un vrai problème déjà structurel, mais c'est surtout un problème. C'est qu'on a pour moi, on a un vrai problème politique. Aujourd'hui, c'est pas tu dis la finance. Qu'est-ce que tu veux que la finance elle vienne faire là-dedans? Sanitaire, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, le problème, il n'est même pas économique. Il est d'ordre politique. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, nos Jean-François, quel est le vrai problème? Vous êtes demandé quel était le vrai problème actuel? Quel est le vrai problème actuel? Le vrai problème actuel, c'est qu'on est un des pays les plus taxés au monde, enfin, soyons francs, hein, et qu'on a un système de soins qui est le même système que partout. Mais ça revient à ce que, quand vous me mettez la pièce, ça revient à ce que je vous dis tout le temps. Il va où l'argent? Il va où l'argent? S'il ne va pas dans notre... Moi, comme j'ai toujours dit, moi, les gens... Moi, j'ai déjà, tu sais, je suis comme tout le monde. Hein, je suis à des soirées, j'ai droit à la bonne vieille remarque. Oui, mais toi, tu es un capitaliste. Je dis, attends, mec, parce que tu sais, les gens, ils nous prêtent à nous, les capitalistes. Oui, vous voulez supprimer, vous voulez tout privatiser. Non, mais pas du tout. Moi, je n'ai jamais dit que je voulais tout privatiser. Moi, je suis pour plus de fonctionnaires de police. Je suis pour qu'il y ait plus de fonctionnaires d'école. Je suis pour qu'il y ait plus de fonctionnaires dans les hôpitaux.
il va où notre argent? Parce qu'il ne va pas là, hein, on en est d'accord. Hein. Quand tu vois l'état de nos routes, quand tu vois l'état de nos hôpitaux, quand tu vois tout ce qui vient de se passer, alors là, on est certain d'un truc, hein, c'est que l'argent, il n'est pas là. Par contre, moi, je suis certain aussi d'un truc, c'est que des directeurs de conseils généraux, ça, il y en a plein à moudre. Parce que l'ancien, qui n'est pas du même parti que le nouveau, bah, tu comprends, on ne peut pas le licencier. Donc, on le met à un autre poste, mais il garde le salaire et le poste. Les gars, à un moment donné, c'est pas normal. Tu prends tes affaires et tu dégages. On ne te veut plus. Ou alors, si tu ne veux pas dégager, ou je ne sais pas quoi, ben, tu restes, mais tu composes avec le nouveau. Mais tu t'es pas remplacé. Je ne sais pas. Ben, voilà. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Faut réduire les charges. Tu vois, c'est pareil. Quelle a été la première action du gouvernement? On arrête les charges. Oui, parce qu'elles sont trop élevées. C'est pas normal. Un bon impôt, c'est pas un impôt que tu remets en cause au premier problème. C'est parce que moi, j'aurais voulu avoir un Jean-François qui arrive et qui dit Français, Française, vous inquiétez pas, on est le pays le plus taxé du monde. Vous m'avez déjà entendu le dire, hein, ça, mais on est le pays le plus taxé du monde. Il n'y a aucun problème. Être hyper bien géré. Vous continuez à travailler. Nous, on gère les malades. Il va se passer ça, ça et ça va rouler. Mais rien du tout, les gars. On n'a rien vu de ça. On a vu des mecs affolés. Moi pareil, les mecs qui sont à fond dans la théorie du complot, j'ai un truc à vous dire. Hein. Moi, je les vois là sur Internet qui m'envoient des messages, des amis à moi. Ouais, regarde, alors on est dans la, je sais pas quoi, on a ci, ça, on est contrôlé. Alors le prochain vaccin, mais les gars, vous avez vécu dans le même monde que moi. Moi, je suis allé travailler tous les jours. Hein. J'ai un mot pour aller travailler. Hein. Je me suis fait un mot. Je me suis fait contrôler 2 fois. Ils sont largués. Hein. Moi, je vous l'ai dit déjà au début du confinement. J'ai dit aux gilets jaunes, hein, s'il y a des gilets jaunes qui m'écoutent, là, allez dans la rue, hein, parce qu'ils sont morts les mecs. Hein. Ils sont largués. Hein. Là, ils sont largués de chez largués. Hein. Moi, ce que je sais, c'est qu'une ville qui décide de ne pas écouter ce qu'on lui dit, ben, ils peuvent te mettre des amendes. Hein. Les flics, walou, ils rentrent chez eux. Hein. Ils sont en sous-nombre, en sous-effectif. Ils ne maîtrisent rien. Moi, je n'ai pas vu la même chose que vous. Moi, j'ai très peu vu de flics. J'ai très peu eu de contrôle. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord dans ce que tu veux dire dans le fond, c'est-à-dire il faut revoir le système, mais pas pour moi économique, financier, sanitaire. Non, le système politique. C'est encore un problème politique pour moi. On est face à des gens qui sont dans une incapacité totale à gérer ce qu'on leur donne. C'est tout. Voilà, on ne va pas rentrer dans le débat. Lara, merci pour la pièce. C'était sympa. Tu peux revenir demain. Une erreur peut coûter. Bon, j'ai pas compris, Nive. L'erreur peut coûter un tour de machine. L'émission demain. Alors, Donald Trump fait le show, mais derrière, c'est un véritable stratège. Je vais te dire que je pense que Donald Trump fait le buzz en fait sur certains aspects de ce qu'il peut mettre en avant, et que comme les journalistes aujourd'hui, comme les youtubeurs, comme toutes les personnes qui ont des médias cherchent à se faire connaître, les gens utilisent les personnes qui se font vendre. Et Donald Trump est quelqu'un effectivement qui fait du show. C'est un showman avant tout, un marketeur. Et c'est un marketeur qui a cette capacité à se faire voir. Et les médias s'en servent. C'est triste parce que, sans parler d'idéologie politique, je ne suis pas là pour dire si je suis d'accord ou pas. On n'en a rien à brère de toute façon que je sois d'accord ou non. Il a des idées qui sont très dangereuses s'il les met en place pour l'économie générale et qui sont très avantageuses pour les États-Unis. Soyons francs entre nous. Hein. Je veux dire, c'est un président qui a des idéologies dont avant d'écrire le livre, je n'avais pas connaissance. Hein. Je veux quand même vous le dire, c'est en écrivant le bouquin que j'ai découvert certaines des idéologies de Trump. Je ne savais pas qu'il appartenait au mouvement, qu'il était pour les talents or. J'ai été très surpris d'ailleurs de voir que Trump était pour ce genre de truc. Je vous le dis très clairement, si Trump met les talents or en place, on est dans la merde. On est dans le caca. Et je ne savais pas qu'il était pour. Donc voilà, c'est un avis personnel que je partage avec vous, mais personne ne vous le dit, ça y est, nulle part. Quand j'ai découvert ça, j'étais très surpris. Et c'est tout à l'honneur. Tu vois, c'est là où tu vois qu'il y a du patriotisme qui existe encore. On s'en fout qu'on soit d'accord ou pas. Les mecs, pour moi, les gens qui sont pour les talents or sont des patriotes. Après, techniquement, moi, je ne suis pas vraiment pour les talents or. Je ne suis pas non plus contre. Je comprends le principe qu'il y a derrière. Mais j'estime que les gens ne vous expliquent pas tout au travers des talents or. Bon, on ne va pas parler de ça ici. Ça va durer des heures. Surtout qu'on arrive bientôt au bout du live. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que je prête aux gens qui sont pour les talents or un grand patriotisme au fond d'eux. Je pense qu'on aime son pays quand on est pour les talents or parce que c'est une pensée qui est noble et je le reconnais complètement. Mais c'est mal connaître les conséquences qui s'y cachent derrière. Voilà. Bref, tout ça pour dire que Trump, s'il met ça en place, on est mal. On est mal, les amis, on est mal. L'argent fait des
poche des politicards. Ouais, ben ça c'est sûr, mais on va pas parler non plus de ça. Tu vas mettre la pièce, je vais repartir dedans. Julien partage mon discours. Merci Julien, ça me fait plaisir. Le problème, c'est que si tu suis l'argent, tu vas te faire traiter de facho à la fin. On est d'accord, je suis d'accord avec toi, mais moi, en fait, si tu veux, quand je suis face à des gens qui me commencent à me. En fait, aujourd'hui, je suis très libéral, très libéré sur mes façons de parler avec l'argent. Parce que, en fait, quand on me reproche ma manière de voir les choses, très rapidement, en fait, je n'agresse pas l'autre, mais je dis écoute, si tu parles comme ça, tu ne gagnes pas d'argent. Et dès que je dis ça, en fait, et je vous invite à le faire, vous verrez, c'est très amusant d'ailleurs. Les gens à qui tu dis ça, ça les met mal à l'aise. Ils commencent à s'énerver, en fait. Et là, tu dis, attends, mais pourquoi tu t'énerves? Parce que c'est vrai, en fait. Si tu t'énerves, c'est que c'est vrai. Non, mais tu peux pas dire ça. Si tu le prends comme ça, c'est forcément que c'est vrai. Et donc, je suis désolé, mais si tu gagnes pas d'argent, tu parles pas, en fait. Je dis parce que moi, je gagne de l'argent. Donc, comme je gagne de l'argent, je peux parler. Et si tu gagnes pas d'argent, tu parles pas. C'est très arbitraire. C'est une réalité. C'est comme si tu me disais, Nicolas, donne-moi ton avis sur le football. Tu m'entendras jamais parler de football. Dans mon livre, vous savez que j'aime bien faire des références à mon livre, il n'y a pas d'UPS ce soir, mais je le fais. Dans mon livre, Devenir riche sans argent, j'aime bien dire que j'étais en classe en sport-études avec Djibril Cissé, mais j'étais juste en sport-études avec lui. Je n'aime pas le foot. Et si j'ai été arbitre de foot dans ma vie, j'ai pas honte de le dire, c'est pour le pognon. Parce que franchement, arbitre de foot, c'est bien payé, je vous le dis. Mais j'y comprends rien. Je vais jamais te dire, les Bordelais, je sais pas quoi, ils devraient être classés, machin. J'y comprends rien. Tu peux me sortir même des noms de footballeurs. Tu me mettrais un footballeur. Mais d'ailleurs, je peux vous la raconter l'histoire. Et une histoire que je m'amuse toujours à raconter, parce que comme je ne regarde pas la télé, que je ne connais pas le football, dans la soirée que j'ai passée avec certaines personnalités que j'avais racontées à un moment donné, qui était assez drôle, parce que je me suis fait ami avec une nana qui était très connue à la télé, alors que je la connaissais même pas. Et je parlais avec son mec qui lui était pas connu de la télévision. Et je me foutais d'elle parce que quand je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu fais quoi dans la vie? Elle ne le croyait pas que je la connaissais pas. Qu'elle m'a dit, je suis comédienne. Je me suis foutu d'elle toute la soirée en lui disant, oui, tu es une saltimbanque, tu fais la manche à la sortie du métro. Son copain, il était mort de rire. Moi, il s'avère qu'elle passait vraiment à la télé. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Donc, les gens parlent d'argent parce que ça les touche personnellement et qu'ils sont mal à l'aise avec ça. Un milliardaire, ça les dérange parce qu'ils n'auront jamais autant d'argent que ça. Mais le vrai fond du problème, ce n'est pas l'argent, c'est qu'ils n'ont même pas essayé d'être riches. C'est con. Parce que c'est autant ils auraient pu l'être en fait. Et c'est ça qui les frustre encore plus. La frustration de l'argent, elle vient du fait que finalement, tu n'as même pas essayé. Et du coup, tu es hyper frustré parce qu'autant tu peux y arriver en fait. Donc, essaye. Bon, voilà, tout ça parce que tu m'as lancé sur un sujet, comme d'habitude, n'est-ce pas, facho, tu vois, moi, c'est des termes qui m'agacent en fait. J'aime pas que. Bon, bref, voilà, tu as compris. Ou faire une interco avec 2 présidents dans chaque file. Tu sais, je crois que la place, elle est tellement bonne que les mecs, ils veulent pas partager quoi que ce soit. Vérifiez vous-même si ça vous intéresse. Oui, alors Nîmes nous dit qu'on peut vérifier là où va l'argent public. Je pense qu'il vaut mieux pas parce que ça fait mal. Mais bon, oui, on peut vérifier. C'est vrai qu'il y a les comptes qui montrent. Mais bon, voilà. Il faut faire attention à ne pas basculer vers le complotisme tout de même. Je suis d'accord, Mathéus. Moi, le complotisme, je l'aime pas trop parce que ça élude beaucoup de choses. Et voilà. Justement, on devrait avoir tous aussi un président qui veut mettre des mesures en place bon pour la France. Et ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a du mal à croire que nos présidents se soucient réellement de nous. C'est ça qui crée les problèmes. Il est pour le retour à la normale, plus ou moins dans la ligne de JFK, en fait. Ouais, effectivement. Je suis assez d'accord avec toi dans plus ou moins. Il y a des points sur lesquels il s'accorde, d'autres un peu moins, mais globalement, il a une vision. C'est assez surprenant d'ailleurs. Tu vois, c'est pas du tout l'image qui est véhiculée quand tu fais des recherches sur lui. C'est aussi une forme d'héritage pour ceux qui y arrivent. Je suis d'accord. Je parle des enfants, bien sûr. Je ne suis pas riche, mais je suis parti de la rue à la maison entièrement payé, bien sûr, avec un grand jardin. Et tout pour moi, c'est être riche déjà. Et il a fallu gagner des sous pour ça. Mais ça, je suis d'accord avec toi, Nick. Tu sais, avoir sa résidence principale, c'est déjà quelque chose. C'est qui, Nico? La comédienne annonce. C'était une des nanas de... C'était une des nanas sur M6, l'émission, là, tu sais, tous les soirs, il y a un truc qui passe sur M6. Et c'était une des protagonistes de cette émission. Je ne sais plus comment elle s'appelle parce que je suis allé au bout de la langue. Ça remonte, hein, cette aventure, elle m'est arrivée il y a des années de ça. C'était une des... Oh, j'ai oublié le nom. Vous allez me le dire. Tous les soirs sur M6, il y a un truc où il y a des petits couples qui font des scénettes, là. Vous savez ou quoi? Moi, je ne regarde pas ce truc-là. Et c'était une des actrices de cette émission-là. Et j'ai passé une soirée dans cette émission. Il y avait des joueurs de foot et je connaissais personne. Alors, il y avait un présentateur télé très connu, un DJ très connu avec nous que eux, je connaissais parce que c'est une génération d'avant. Mais les autres, je les connaissais pas et on s'est foutu. Et alors là, on a bien rigolé. Tout le monde se foutait de ma gueule parce que c'est vrai, en plus, je la connaissais pas du tout. Et j'ai dû aller voir le lendemain. Scène de ménage. Voilà, c'est ça. Merci. Et voilà. Et en fait, on a bien rigolé parce que le lendemain, je suis allé voir et que du coup, j'ai envoyé un message à mon pote. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Bon, c'était un peu honteux.
n'est-ce pas? Le mec ne regarde pas la télé. Mais après, tu vois, c'est rigolo parce que la nana m'a dit, c'est cool parce qu'au moins tu m'as pas pris la tête. Il n'y a pas eu de, voilà, aucun moment je suis rentré dans des délires. Moi, je m'en fous en fait. Pour moi, les gens, c'est tous les mêmes. Donc, voilà. Écoutez, on va en rester là ce soir, m'en voulez pas. Hein. J'ai eu une journée de dossier, c'était pas très intéressant pour moi. Demain, donc on est lundi 4. Demain, on a donc Olivier qui vient avec nous. Mercredi, on a Rémi qui vient avec nous pour parler des startups et des créations d'entreprises. Jeudi, je pense qu'il y aura Jérôme. Et vendredi, on fera une dernière émission où on répondra. Bon, j'ai encore reçu des questions. J'ai quand même répondu à beaucoup de questions. Je referai un point sur les programmes et sur la suite de tout ça. Je pense très sincèrement que je referai peut-être. Alors, je vous en parlerai vendredi aussi. Je vais voir un peu, mais je garderai peut-être un format de live sur la chaîne avec des invités, je précise. Peut-être. C'est pas sûr. On en parlera vendredi. Voilà, c'était cool. Merci à vous d'être là, présents toujours. Pensez au podcast de demain, les mecs. C'est un podcast exceptionnel, mais vraiment, il va vous mettre une clacasse. Enfin, j'espère. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Oui, mais Djibril, tu vois, je l'ai connu parce que j'étais en classe avec lui. Sa carrière sportive, je la connais très peu entre nous. Voilà. Allez, va bosser la formation, Julien, tu as du travail. Bonne soirée à tous. Merci encore d'être là. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao.